Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et tout de suite, à 8h18, nous accueillons notre invité politique, Alexis Bouchard, secrétaire national des Jeunes Socialistes. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Stéphane Hamon et merci pour votre invitation. Et meilleurs vœux, c'est encore c'est le vrai, temps. bonne année. Alors nous allons parler de politique d'une façon un peu plus sérieuse que dans la chronique de Christophe Hamon. C'est toujours compliqué le vendredi. C'est toujours compliqué le vendredi, voilà, de parler sérieusement après l'humour de Christophe. Justement, j'avais envie de vous emmener aux États-Unis avec Donald Trump. On a beaucoup parlé, on a beaucoup commenté évidemment cette investiture et les décrets qui ont été signés très vite aux États-Unis. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Alexis Bouchard. Est-ce que vous craignez que ce qui se passe là-bas ait, allez, je vais dire, une forme d'application dans nos pays, que ce soit en France ou plus largement en Europe? Nous, on nous riait au nez il y a encore de ça pas si longtemps quand on expliquait effectivement, notamment pendant les élections européennes, qu'il fallait armer l'Europe en tout cas et même la France, en tout cas, d'une souveraineté et d'une puissance forte. Et on pense sincèrement encore que c'est toujours le cas et que c'est à l'échelon européen que l'on parviendra à faire face aux grandes puissances de demain et d'aujourd'hui qui parfois immergent dans nos sociétés. C'est le cas de la Chine, c'est le cas des États-Unis de Donald Trump. Et on l'a dit, cette possibilité était justement apportée. Et là, effectivement, ça y est, Donald Trump est élu et investi, effectivement, les premiers décrets qu'il signe, bien qu'ils soient potentiellement révocables ou pas du tout admissibles, notamment par la Cour suprême des États-Unis, à voir effectivement ce qui pourra passer et ce qui ne pourra pas l'être, mais effectivement dresse un certain nombre de dangers, y compris même pour nous, quand on voit notamment un certain nombre de ses soutiens, à l'instar de son secrétaire d'État à l'information ou la communication, je ne sais plus la dénomination de son poste, mais Elon Musk, qui effectivement l'a beaucoup soutenu durant cette campagne et qui, d'une part, par sa puissance économique, disons, et ses nombreuses propriétés dans notamment les médias et des médias qui nous touchent, je pense à des réseaux sociaux comme Twitter, X, comme on devrait l'appeler maintenant, eh bien, ce sont toutes ces alertes qui doivent nous laisser penser qu'effectivement l'Union européenne doit être pionnière. Et en l'occurrence, moi, je me réjouis que la Commission européenne ait entrepris d'ores et déjà et n'a pas attendu pour mener une enquête sur les dérives de cette plateforme qui, depuis plusieurs mois et maintenant, depuis qu'elle a été reprise par Elon Musk, ça fait maintenant 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 2-3 ans, un sens certain de l'absence de modération, des discours en tout cas extrémistes, des insultes qui font leur plein et qui ne sont pas du tout supprimés ou repérés, enfin tout un certain nombre aussi de dispositions sur les algorithmes qui sont encore très flous et qui laissent propager des discours, enfin en tout cas toujours les mêmes discours sur les fils des utilisateurs. Enfin, c'est toutes ces alertes-là qui font qu'effectivement l'Union européenne peut être pionnière et en l'occurrence si enquête il y a régulation, il pourra y avoir dans l'Union européenne, ce qui permettra un certain nombre, en tout cas, de dispositions qui seront prises pour protéger nos démocraties, protéger l'information, protéger l'espace de vérité que doivent être tous les médias et ne pas laisser place aux théories du complot qui prennent aussi beaucoup de place dans ces réseaux-là. Et effectivement, si la régulation ne sera pas possible, l'interdiction le sera aussi, et c'est ce à quoi s'attelle l'Union européenne actuellement. Donc oui, il faut en tout cas faire confiance à l'Union européenne et faire en sorte que toutes les démocraties européennes puissent soutenir ensemble, en faisant bloc, toutes ces dispositions qui permettront de protéger nos concitoyens. Voilà, il y a beaucoup de travail sur les plateformes. Et on pourrait y ajouter Meta aussi. On a entendu Mark Zuckerberg prêter une forme d'allégeance finalement à Donald Trump. Ça aussi c'est inquiétant, ces formes de prestation d'allégeance. Oui, bien sûr, parce que je citais que X et Twitter et Elon Musk parce qu'on l'a vu beaucoup dans la campagne, mais je trouve que l'image de l'investiture de Donald Trump est criante, où on voit effectivement une forme d'oligarchie se constituer autour de Donald Trump, et là qui est explicite, c'est-à-dire qu'auparavant on pouvait se dire qu'elle était cachée, qu'elle pouvait aider par des financements ou effectivement par la désinformation, etc., une candidature radicale d'extrême droite, celle de Donald Trump. Et quand on voit effectivement pendant son discours autour de lui des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos, même un certain Bernard Arnault français, on se dit que... qui était le seul derrière finalement Donald Trump, le seul français en bien tout cas. sûr, alors peut-être qu'il était là par forme de respect, mais en tout cas c'est une diplomatie de la financiarisation de nos sociétés
société et d'une oligarchie qui laisse place effectivement aux plus puissants, aux plus riches, au détriment potentiellement des autres, du peuple et de ceux qui peuvent être trompés par des discours qui sont complètement erronés ou fondés sur de fausses informations. Alors, vous parliez de l'Europe à l'instant, Alexis Bouchard, l'Union européenne qui va répondre, on imagine, qui va négocier aussi, parce qu'on parle de droits de douane, on parle de commerce, on parle de beaucoup de choses, d'industrie également, de nouvelles technologies avec l'IA, ça nous ramène à Elon Musk. Et puis, il y a aussi ces gestes politiques. On a vu Giorgia Meloni, qui était invitée très officiellement à l'investiture de Donald Trump. Elon Musk lui a fait d'ailleurs un discours même. On avait aussi un peu dans l'ombre Sarah Knafo ou encore Éric Zemmour qui étaient là aussi. Alors, ils n'étaient pas invités, ils étaient là. Ouais. Est-ce que c'est pour vous des signaux comme ça, peut-être à bas bruit ou pas d'ailleurs? Est-ce que ce sont des signaux qui doivent nous alerter aujourd'hui en Europe? Ce sont des signaux à grand bruit, c'est-à-dire que là, sous nos yeux, se dresse l'international d'extrême droite, l'international fasciste, qui effectivement, dans des puissances comme les États-Unis, vont pouvoir, disons, coordonner effectivement la déstabilisation de nos démocraties. C'est le cas en l'occurrence des débats qui peuvent avoir lieu en Allemagne où effectivement Elon Musk soutient explicitement et invite à soutenir des candidats, en tout cas des personnalités politiques de l'AfD, parti néo-nazi d'extrême droite, et en Angleterre, au Royaume-Uni, pour prendre cet exemple, raconter n'importe quoi sur le Premier ministre Keir Starmer, le Premier ministre britannique, en inventant des... Alors, je sais plus tellement c'est délirant, mais en l'occurrence, ça portait sur... Voilà, une affaire de viol à grande échelle par des Pakistanais. Hein, voilà, c'était ça. Viols qui ont eu lieu, hein, ça c'est prouvé par la justice. On reproche en fait au Premier ministre britannique, qui était à l'époque juge, on pourrait le qualifier comme ça en France, de ne pas être intervenu ou plutôt d'avoir fermé les yeux. En tout cas, c'est ce qui a été avancé. Et Keir Starmer a pu répondre, en l'occurrence, qu'il était dans son droit, qu'il a fait son travail, qu'il n'a rien à se reprocher sur la question. Et je veux dire, pour envenimer les débats et mettre la pression davantage, encore plus sur nos dirigeants européens, Elon Musk ne s'est pas caché de dire des choses complètement erronées pour hystériser le débat et faire en sorte de discréditer en fait tous ceux qui sont élus aussi dans nos démocraties. Donc si on remet en cause la légitimité de ceux qui sont élus par le peuple chez nous, en Europe et même en France, ça pourrait arriver, et on sait bien qu'on n'est pas à l'abri des attaques, on en a déjà fait les frais au cours des derniers scrutins, eh bien on pourra se dire qu'effectivement on pourra laisser place à cet international fasciste qui se met en place et qui malheureusement peut-être tôt ou tard, empêchera la tenue des élections, empêchera en fait que les gens soient compris, et en tout cas que leur vie puisse changer, puisque là n'est pas la priorité de l'extrême droite qui mène une guerre supposée contre une civilisation en danger, mais qui ne l'est pas en réalité, voilà. Alors, on voit justement effectivement en Europe monter le populisme, les partis d'extrême droite. Comment endiguer finalement? Quelle politique opposer à ces partis? Justement, j'imagine qu'il y a un débat là-dessus au Parti socialiste. Comment répondre finalement, ou comment bloquer ces initiatives des extrêmes et du populisme? Je pense que ça passe effectivement par la démonstration que nous, dans nos collectivités ou nos élus, quand ils sont en mesure de changer la vie des gens, ils le font, et ils le font bien et efficacement. Pour ne pas citer effectivement qu'hier à l'Assemblée nationale s'est tenue la niche parlementaire du Parti socialiste. Vous me devancez, mais on va en parler. C'est le Parti socialiste qui hier dressait l'ordre du jour des propositions de loi discutées à l'Assemblée nationale. 5 textes débattus, tous votés. C'est là la démonstration que effectivement les socialistes, quand ils gouvernent ou quand ils ont la possibilité de proposer effectivement des lois, eh bien ils agissent efficacement et ils arrivent à arracher des victoires pour les Françaises et les Français sur le pouvoir d'achat, sur les problèmes du quotidien. Et donc c'est là où peut-être on doit faire preuve de pédagogie, peut-être on doit se montrer plus, mais c'est une bataille aussi structurelle où on doit effectivement combattre les sources d'informations qui sont les plus erronées, les plus déformées. Et je pense notamment à une proposition de loi
notre sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert, qui va effectivement pouvoir protéger déjà le statut de journaliste, mais en plus de ça, empêcher effectivement que des médias puissent être détenus par des mêmes personnes qui auraient des intérêts privés dans n'importe quel secteur, mais aussi peut-être politiques, ce qui permettra déjà de permettre à ce que toute forme d'opinion puisse être respectée, et puis surtout permettre à ce que le journaliste sur un sujet ne soit pas empêché d'enquêter sur un sujet qui pourrait être touchy ou qui pourrait embêter les intérêts de, j'en sais rien moi, de lobbyistes, de grandes entreprises ou même de responsables politiques s'il devait y avoir enquête sur, j'en sais rien, je veux pas supposer, mais c'est là l'intérêt du sujet, c'est-à-dire aller à la source du problème, et la source du problème c'est l'information. Tout le monde est confronté aux médias, aux réseaux sociaux, au journal télévisé, aux journaux, à la radio, et donc il faut faire en sorte que toutes les règles de bonne conduite, à la fois nos lois nationales mais aussi nos lois européennes qui en l'occurrence protègent le droit à l'information puissent être pleinement respectées à la lettre au plus près de nos préoccupations. Avec effectivement cette inquiétude autour des médias. Alors voilà, on va pas faire de corporatisme, mais aujourd'hui, par exemple, les radios associatives sont très fragilisées par les coupes budgétaires. J'avais envie d'en dire un tout petit mot ce matin. Effectivement, là aussi, comment faire circuler l'information au plus près des territoires si évidemment les médias qui le font n'existent pas ou ne peuvent plus exister. Voilà, je lance un peu dans la mare. Moi, voilà, si on avait la science infuse et solution à tout, on le dirait, mais effectivement, on pense qu'il y a des leviers, et notamment sur le fait d'empêcher des monopoles en termes de propriété de médias, d'informations. Ça passe aussi par le fait que la France, en tout cas l'État, peut réguler, peut subventionner aussi davantage les médias publics pour faire en sorte qu'ils mènent à bien leur travail et peut-être créer des formats qui soient plus en lien avec ce qui se fait aujourd'hui, avec ce que peut-être les médias d'extrême droite parviennent à mettre en place et qui séduisent une certaine audience que n'a pas forcément, mais même si je trouve en fait à titre personnel que des chaînes comme Arte, comme France Télévisions sont très complètes, très variées et très intéressantes, il y a peut-être là moyen effectivement de trouver encore des moyens d'innover, mais en l'occurrence moi je me réjouis qu'il y ait des garde-fous comme l'Arcom qui puissent aussi réguler un certain nombre de dérives et qui puissent aussi remettre sur le devant de la scène des chaînes qui font bien leur travail. Et quand on voit effectivement que C8, l'émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et voilà tous les sbires de Vincent Bolloré qui effectivement sont dégagés d'une certaine manière de la TNT, c'est aussi une manière de dire que voilà, en France il y a des règles et on se doit de les respecter, et quand elles sont pas respectées, tout simplement on ne criera pas censure, mais tous ces programmes sont supprimés et à la place on se retrouve avec, je sais plus, LCP sur la 8 et à la place de la 16 on va avoir France Info. Enfin, c'est des avancées petit pas par petit pas qui font que petit à petit effectivement on va tenter de peut-être que ça va passer vite, peut-être que ça va passer loin, mais effectivement de réguler au mieux et de permettre à ce que l'information soit la plus véridique et efficace possible. Voilà, il restera encore à beaucoup réguler, vous l'avez dit, sur les réseaux également. Et oui, tout à fait. Voilà, alors on va surveiller ce que fait et la France et l'Union européenne. Sur la niche parlementaire, vous en parliez à l'instant, Alexis Bouchard, lutte contre la vie chère en Outre-mer, vous avez adopté, en tout cas le texte a été adopté, on a entendu également parler des soignants dans les hôpitaux avec cette obligation d'avoir une garantie avec les patients. Le repas à 1 euro, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu un peu partout. Et ici, très souvent, une revendication des syndicats étudiants, des étudiants pour pouvoir tout simplement se nourrir, lorsque ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui, de plus en plus cher. On voit une niche parlementaire très sociale finalement. Est-ce que c'est là aussi une des clés du débat? Les Français ont une grande demande sociale. Est-ce qu'elle est là la clé du débat, la clé du budget finalement, sachant évidemment que il y aura encore les commissions paritaires, le Sénat et qu'il peut y avoir des choses qui sont retoquées. Mais est-ce que les avancées peuvent être là? Oui, et c'est tout le sens en fait de la préparation de cette niche parlementaire, c'est-à-dire qu'on a pensé cette journée comme étant au plus près des préoccupations des gens, si bien que depuis la fin de l'année dernière, nos députés, nos parlementaires et même nous, militants socialistes, sommes à la rencontre des gens au cours des réunions
réunion publique assez large où effectivement nous n'avons pas la parole. C'est disons une mise en scène un peu particulière pour une réunion politique où effectivement les gens ont la parole et souvent, en bien ou mal, disent ce qu'ils ont envie pour la France pour demain, disent quelles sont aussi leurs préoccupations, leur quotidien, ce qu'ils vivent, et on en prend pour notre grade. Alors des fois... on se fait un peu engueuler, des fois non, mais en tout cas c'est très intéressant et très enrichissant du point de vue humain et compréhension de ce qui se passe aussi dans la société, non pas qu'on soit complètement déconnecté. Je travaille, la plupart des militants travaillent, on n'est pas des gens dans notre bulle, mais c'est aussi important de pouvoir aussi nous remettre en question sur un certain nombre de décisions qu'on a pu prendre ces derniers mois. De faire remonter aussi, parce que la déconnexion est peut-être à un autre niveau finalement. Et effectivement, c'est tout l'enjeu. Et de faire remonter des préoccupations que l'on n'avait pas nécessairement saisies. Et justement, cette niche parlementaire était l'occasion de prendre part dans ces combats qui sont parfois complètement oubliés ou auxquels on n'y avait même pas pensé. Moi, quand j'ai vu hier la proposition de loi de Philippe Brun adoptée hier sous les coups de 23h, 23h30 pour lutter contre le fait que ce sont des locataires qui doivent payer des pannes d'ascenseur. Moi, je ne vis pas en appartement ou dans un immeuble. Je ne savais pas que c'était possible, en l'occurrence, que de telles charges puissent effectivement arriver dans la responsabilité des locataires. Et j'ai trouvé ça franchement assez dommageable dans la mesure où effectivement il y a beaucoup de propriétaires qui ont des monopoles sur un certain nombre de logements, qui n'hésitent pas non plus à pas nécessairement augmenter les loyers, mais voilà, ils ont beaucoup de loyers, ils ont beaucoup de revenus pour la plupart, et quand bien même ils ont une imposition particulière, etc. L'idée c'était pas de plus les pénaliser, mais c'était de les mettre en face de leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'un propriétaire, en toutes circonstances, doit à minima proposer un logement décent à ses locataires, sans quoi il ne peut pas mettre en location ce bien, et notamment là où il y a des ascenseurs, faire en sorte que l'ascenseur marche, ça paraît tout bonnement normal, et en fait on s'est rendu compte que pour des personnes en situation de handicap, c'était très compliqué si l'ascenseur était en panne, et que si en plus de ça, parce que c'est des personnes précarisées qui parfois ne peuvent pas travailler ou qui sont effectivement assujettis à des allocations mais qui ne leur permettent pas de subvenir à tous leurs besoins, cette charge supplémentaire, elle était vitale, et pour autant elle pouvait ne pas être menée, c'est-à-dire que l'ascenseur parfois n'était pas réparé parce que ça coûtait trop cher et parce que la charge était telle que les locataires ne pouvaient pas se permettre de réparer l'ascenseur. Donc c'est tout ce genre de problèmes qui font que effectivement nos discussions se sont tournées et nous ont permis effectivement de rédiger cet ordre du jour, ces propositions de loi qui, et on se le réjouit, ont été votées pour les 5 qui ont été discutées avant minuit hier soir. Alors il y a des sujets de société, on en parle souvent, on les a évoqués ensemble déjà lors de vos précédentes venues au micro de la matinale. On parle beaucoup de l'immigration aujourd'hui. Ça nous ramène un peu à Trump finalement aux États-Unis. On a entendu Bruno Retailleau hier demander que la régularisation des travailleurs sans papier soit exceptionnel, c'est le terme qui a été employé. Il l'a fait savoir au préfet dans une circulaire. On va vers un durcissement de cette régularisation des sans-papiers. Est-ce que là aussi ça vous inquiète d'un point de vue humain, c'est une chose, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'on sait qu'il y a une grande demande d'embauche des personnes qui viennent d'autres pays et qui peuvent être régularisées justement dans le cadre de ces embauches. Est-ce que c'est quelque chose à suivre de près ce qui se passe aujourd'hui ? Bien sûr, et j'ai envie de dire, pour une petite incise, peut-être cherche-t-il la censure. Est-ce qu'il faudrait rappeler à Bruno Retailleau qu'il est dans une forme de sursis et qu'à tout moment, c'est pas pour agiter la menace de la censure, mais qu'effectivement, il va falloir faire preuve peut-être de plus de pragmatisme et de discussion avec les forces politiques républicaines pour faire en sorte que son texte passe, parce que en l'occurrence, faudra-t-il lui rappeler qu'en 2023, la loi immigration qui notamment prenait part dans ces sujets et qui notamment parlait aussi de la suppression de l'AME, tout un nombre de dispositions qui étaient plus que disputables, a fait l'objet d'une motion de rejet et en l'occurrence, s'en est suivi quelques mois après la dissolution et en l'occurrence une forme d'instabilité politique qui peut-être a démarré ici. Non, c'est évidemment une alerte dans la mesure où effectivement, y compris même dans sa majorité à Bruno Retailleau, quand bien même elle n'est pas majoritaire, mais c'est le terme qu'on va appeler, en tout cas dans la coalition gouvernementale, il y a un certain nombre de personnalités qui, au moment de la discussion sur la loi immigration en 2023,
dressaient leur alerte et signaient des tribunes, notamment auprès des élus de gauche, sur effectivement le fait qu'il fallait régulariser des travailleurs sans papier, parce qu'on le voit bien, y compris même localement en région, dans un certain nombre d'usines. Moi, j'habite à côté de Montfort-sur-Meux, à la Cauperle, voilà, deuxième site d'abattage en Bretagne, le premier est à Lamballe, mais en l'occurrence à Montfort-sur-Meux, pour y tracter et pour y rencontrer les ouvriers qui travaillent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes étrangères et que sans elles, en fait, eh bien, l'usine ne tournerait pas, le jambon ne serait pas produit, et nous, dans nos supermarchés ici en Bretagne, on n'aurait pas de steak haché, de jambon, etc. Ça, c'est le cas aussi dans de nombreux secteurs. C'est pas le cas seulement de l'agroalimentaire, mais vous voyez bien qu'en Bretagne, le secteur de l'agroalimentaire est stratégique et que sans les usines, on n'arriverait même pas potentiellement à nourrir la Bretagne, mais encore moins la France, où Paris se fait livrer des milliers d'œufs par jour, où voilà, en fait, la Bretagne nourrit la France, et sans nos travailleurs bretons, ceux qui travaillent en Bretagne, mais on aura du mal à nourrir la France. Et quand on parle de souveraineté, de protection et de patriotisme aussi, parce que nous, moi je dois le dire, en tant que personnalité de gauche, en tant que militant de gauche, je suis aussi patriote, et moi je m'insurge de voir qu'effectivement, il ne faudrait surtout pas régulariser les sans-papiers au nom d'une certaine protection de la France, d'une idée de la France, de la civilisation, que sais-je, des choses peut-être, en tout cas, voilà, pas fondées en l'occurrence, voulues d'une certaine manière dans un imaginaire d'un certain nombre de personnalités de droite extrême comme Bruno Retailleau, mais sans ces personnes, eh bien, pas de souveraineté économique, pas de revenus non plus pour l'État au travers des impôts, au travers des cotisations sociales, toutes ces choses qui font que en fait on fait société. La France, c'est aussi ça, et on va pas au nom du patriotisme et d'une protection de d'une certaine idée de la France se mettre à empêcher nos travailleurs en France de pouvoir travailler et de subvenir à nos besoins, et surtout de devoir, et ça c'est la façon un peu hypocrite, de devoir importer sur notre sol des produits que l'on pourrait produire chez nous, et que avec ces dispositions-là, on aurait de plus en plus de mal à produire, évidemment. Voilà, Donald Trump doit observer cela par sa lorgnette et attendre aussi de voir ce que fera la France, parce que il y a aussi le commerce international un petit peu en backup avec les droits de douane. Voilà, ça peut rapporter beaucoup d'argent aux États-Unis. On a aussi un gouvernement qui essaie de convaincre le Parti socialiste de ne pas voter la motion de censure. Là, je rentre un petit peu dans la politique politicienne, mais il faut bien en parler. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le Parti socialiste ne vote pas la motion de censure? On a vu que le Sénat avait adopté le budget hier après-midi, budget qui va être discuté en commission paritaire, qui va revenir à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a, on a employé un petit peu ce terme générique, mais des lignes rouges que le gouvernement ne doit pas franchir en matière de budget? Alors, on pense aussi évidemment à la réforme des retraites, on peut en dire un mot. Quels sont les... Allez, je veux dire, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement en la matière? Eh bien, c'est de faire preuve de pragmatisme et de prendre en considération effectivement les lignes rouges, comme vous dites, que l'on a pu dresser un certain nombre de fois au cours des négociations que l'on a entrepris depuis décembre 2024. Et en l'occurrence, jusque-là... quand bien même on n'a pas eu nécessité à censurer, parce qu'il faut laisser place aussi au débat et parce qu'on est dans une forme d'instabilité, il y a potentiellement des marges de manœuvre de négociation pour permettre d'arracher, comme ça a été le cas hier lors de notre dish, des victoires pour les Françaises et les Français. Mais force est de constater que jusque-là, et les débats au Sénat en sont criants, c'est léger. Le groupe socialiste au Sénat a d'ailleurs voté contre le budget hier dans la Chambre haute, si bien que ça doit être une alerte, plus qu'une énième alerte entre guillemets pour le gouvernement, de se dire il va pas falloir que effectivement, quand le texte va arriver à l'Assemblée nationale, commencer à, dans un vent de panique peut-être, se mettre à faire comme ce que faisait Michel Barnier, c'est-à-dire discuter avec l'extrême droite, au risque effectivement de se voir, en tout cas voir venir devant lui une censure de la part du Parti socialiste et de la gauche. Les dispositions sont plus que légères, donc il va falloir relancer les débats. Nous, on se satisfait que les syndicats puissent discuter autour
d'une renégociation de la réforme des retraites. Quand bien même nous, notre ligne rouge et notre cheval de bataille, notre priorité, c'est l'abrogation. Et jusque-là, la suspension n'a même pas eu lieu pour avoir des débats et des négociations sereines entre les syndicats, ce que l'on peut reprocher au gouvernement Bayrou. Mais on sent bien que finalement, peut-être que tout ça est de l'enfumage et donc on reste effectivement une opposition vigilante et déterminée à arracher des victoires. Mais si tel est le cas, nous censurions sans hésiter parce que, en l'occurrence, les débats au Sénat ont été plus que criants. Les négociations ont beau avoir lieu, le gouvernement, parce qu'il le peut, arrive au dernier moment de déposer des amendements à coup de coupes budgétaires plus qu'insensées et injustifiées. Quand on arrive à ce stade du débat, en toute fin, c'est-à-dire, pour prendre l'exemple, en début de semaine, on a vu moins 52 millions d'euros pour l'éducation nationale, moins 650 millions d'euros sur la recherche, les universités qui déjà peinent à joindre les deux bouts. On veut dire là, il va falloir très vite remettre les discussions et les curseurs à gauche toutes si on veut effectivement ne pas voir une censure du Parti socialiste et du nouveau Front populaire en général. Donc il faut effectivement que texte par texte, en tout cas et notamment sur le budget, ligne par ligne, on puisse discuter, négocier en profondeur pour que nous on puisse permettre un certain nombre d'idées de passer, et on ne dit pas que toutes nos idées passeront, c'est l'objet effectivement de la culture parlementaire que l'on n'a pas nécessairement en France, mais c'est ce à quoi on prône dans la situation dans laquelle nous sommes, parce que personne n'a véritablement de majorité, mais en l'occurrence, c'est un comble, encore une fois, au risque de me répéter, hein, que ce hold-up démocratique de juillet 2024, où effectivement la gauche arrivée en tête n'a pas pu présider notamment ces négociations en tant que gouvernement, quand bien même gouvernement minoritaire, c'est le cas aussi de Bayrou, mais il va falloir qu'il écoute aussi ceux qui sont arrivés en tête et les électeurs qui ont dit une chose claire au moment des élections et au moment où, notamment au moment où ils ont démontré qu'ils soutenaient aussi quelque part une certaine idée de la République et le programme du nouveau Front populaire, eh bien c'est en finir avec cette année de macronisme et cette année de méthode où on n'écoute personne et on n'en fait qu'à notre tête. Il va pas falloir retrouver les travers du macronisme, il va falloir tout de suite se remettre à parlementer, comme l'expression le voudrait, et à négocier point par point en fait tout ce qui pourra permettre à ce que le maximum de parlementaires puissent s'y retrouver. Avec aussi une fracture à gauche. On a vu quelques députés socialistes qui ont voté finalement la motion de censure. On a entendu LFI crier au loup en disant le Parti socialiste nous abandonne, c'est pas normal. Il va falloir aussi recoller à gauche un peu les morceaux. On n'est pas comptable de ceux qui fracturent la gauche. En l'occurrence, LFI s'est donné à cœur joie en tout cas s'est donné un malin plaisir à nous mettre dans l'embarras. Quand bien même aussi François Bayrou aussi s'en est mis à cœur joie au cours de effectivement ces 72 heures la semaine dernière où on était dans un entre-deux à se demander si on allait voter la censure. La décision a été actée et moi je la respecte parce que c'est dans le cadre de nos instances que cette décision s'est prise et en l'occurrence elle est justifiée parce qu'elle n'empêchait pas des futures négociations d'arriver et on le disait aussi, on est une opposition vigilante et la censure est encore dans nos mains. Je veux dire, rien n'est définitif dans la vie. Et encore plus sur ces discussions, parce qu'on attendait effectivement le début des discussions sur le budget, et c'est là où tout allait se cristalliser, et en tout cas les discussions au Sénat sont assez claires là-dessus, mais sur LFI, on savait bien que cette censure n'allait pas arriver jusqu'à son terme, dans la mesure où le Rassemblement national avait d'ores et déjà indiqué qu'il ne la voterait pas, et donc mettre la pression sur les camarades socialistes, c'est pas forcément très chouette, et c'est jouer peut-être une partition qui viserait à justifier des candidatures uniques aux élections municipales, que sais-je, mais en l'occurrence, justifier en l'occurrence de fracturer le nouveau Front populaire parce que la base du Front populaire, c'est la discussion, la négociation et la lutte contre la brutalisation de la vie politique et ce n'est pas nous qui trahissons cet engagement 1er de juillet 2024. On va s'arrêter là-dessus. Juste un tout dernier mot, il me reste à peine 10 secondes. Le local du Parti socialiste de Carhaix a été incendié. C'est en ce début de semaine. Vous condamnez, j'imagine? Évidemment, et bien fermement. C'est pas la première fois que de tels agissements arrivent en Bretagne. C'est le cas dans toutes les fédérations bretonnes. Et à Rennes aussi, on en fait les frais. Moi, je dis aux camarades qu'il faut tenir bon et que à nos détracteurs, on n'a pas l'habitude de se laisser impressionner. Donc, il est parfaitement inutile de renouveler ce type d'opération, notamment en démocratie. Alexis Bouchard, secrétaire national des jeunes socialistes, était avec nous ce vendredi matin pour l'interview politique. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.